De la difficulté de dialoguer, de discuter sur le terrain quand on est ministre en plein conflit des Gilets jaunes. Exemple, Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales. Aujourd'hui, il était en déplacement en Embrun, dans les Hautes-Alpes, et il s'est fait interpeller par des citoyens en colère. 15 000 € pour journaux, vous rigolez quoi? Vous dites que c'est pas du gavage? Mais vous avez raison, c'est bien pour ça qu'on des députés qui touchent 20 000 € par mois, des sénateurs qui touchent 20 000 € par mois, qui n'ont même pas le courage d'aller, qui n'ont même pas le courage d'aller aux réunions. Il y a 577 députés, il y en a 53 à l'Assemblée nationale. Ils sont payés. Non, vous, oui, exactement, c'est vous qui êtes en train de nous énerver. Et vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'attiser les braises et de faire remonter les flammes. Oui, c'est moi qui m'énerve, parce que la situation elle est impossible, telle que vous la faites vivre. L'année fiscale blanche pour 2018, est-ce vrai? Quelle année fiscale blanche, madame? Le prélèvement à la source, il va se faire sur les revenus. Il se fait toujours sur les revenus de l'année où vos impôts sont, enfin où vos revenus sont versés. De toujours. 2019. Toujours, bien sûr. Et ceux de 2018, on ne va pas en payer? Bien sûr que si, vous allez payer les impôts également dessus. Eh bien, comment je vais faire pour payer deux? Vous n'allez pas payer 2 fois les impôts, madame. Hein? Bon, on va. 2018. C'est ce qu'on va faire. On va prendre le temps de discuter. Ah bah il valait mieux. Et il valait mieux prendre le temps de discuter pour expliquer sereinement à cette dame qui avait des questions tout à fait pertinentes, concrètes, sur l'impôt à la source, sur le fait de savoir, mais là, le prélèvement que j'ai eu, où je vais avoir, comment ça va se passer? Petite précision, Thierry Arnaud, bonsoir. Je crois qu'il a un peu grillé ses chances d'être ministre du budget, Sébastien Lecornu. Non, écoutez, c'est très simple. On va évidemment pas payer 2 fois les impôts. On va payer les impôts 2019 sur les revenus 2019, c'est la base du revenu à la source, mais qui sera effectivement, comme le revenu peut évoluer d'une année sur l'autre, la base de calcul de votre impôt, c'est les revenus de 2018, parce que c'est celui qui est connu des services fiscaux. Et puis, à la fin de l'année fiscale, on ajuste. Si vous avez gagné plus, par exemple, en 2019, on vous demandera un peu plus d'impôts. Si vous avez gagné un peu moins, on vous restituera une partie de vos impôts. Cette séquence, avant de parler précisément encore de la colère, elle a été vécue par un autre ministre. C'est-à-dire Sébastien Lecornu qui s'est fait interpeller. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, il lui est arrivé la même chose avec des syndicats d'enseignants, des gilets jaunes. Lui, il a été interpellé sur l'une des réformes qu'il a portées, c'est-à-dire Parcoursup. Le bilan de Parcoursup après 1 an, et à comparer avec ce que certains disaient l'année dernière sur le sujet, c'est 30 000 étudiants de plus affectés que l'année précédente. C'est la fin du tirage au sort. C'est beaucoup plus de bacheliers pro qui sont affectés. C'est 40% d'augmentation des inscrits dans le privé après la formation si vous me laissez terminer. Parce qu'ils n'ont eu accès à aucune des formations qu'ils avaient choisies. Ce que vous dites est totalement faux. Absolument pas et faux. les bacheliers pro, non, c'est faux ce que vous dites. Les bacheliers pro plus affectés. Bon, si vous m'interrompez, je ne peux pas vous parler. Ça n'est pas la peine de faire. Je ne peux pas vous laisser dire des choses qui ne sont pas vraies. Madame, ce que vous dites, d'abord, c'est vous ce que vous dites qui est faux. Et deuxièmement, si vous ne me laissez pas parler, c'est pas la peine qu'on se parle. Sébastien Lecornu, Jean-Michel Blanquer. Difficile les sorties des ministres, là, en plein conflit avec les Gilets jaunes et en pleine colère d'une partie de la population, Routel Krief. C'est sûr que c'est allé un peu au feu aujourd'hui, au sens au feu, c'est évidemment une métaphore, mais c'est vrai que c'est aller se frotter au réel, et un réel qui est âpre et qui est violent. Violent dans les mots, violent dans la colère, parce qu'elle existe, elle s'est exprimée, on l'a vu. Et donc, ceux qui vont aller ou animer le débat, ou de fait parler et écouter. Moi, j'ai un petit conseil, c'est d'abord qu'ils écoutent. Parce que... avant de répondre. Oui. C'est-à-dire que il faudra d'abord vraiment... C'est une forme de thérapie, ce débat, s'il fonctionne. Parce que, on l'a vu dans le sondage de Bernard Sananès hier, 40% des Français sont d'accord dans ce sondage pour y participer. Donc, il faut qu'ils parlent. Et donc, les ministres, c'est bien qu'ils y aillent, mais c'est pour écouter d'abord. Et pour répondre ensuite tranquillement et se mettre dans une position d'écoute. Et donc c'est un grand effort pour des hommes politiques qui ont plutôt l'habitude de parler. Mais c'est, je pense, quand même une attitude un peu humble qui leur sera, qu'il sera reconnu. Mais là, l'écoute, il leur sera crédité. Et les réponses. Est-ce que vous pouvez véritablement arriver à répondre quand vous êtes face à des gens qui manifestent de toutes les manières une hostilité? Et est-ce qu'ils ont véritablement envie d'entendre ces réponses, Éric Brunet, là, dans cette séquence que l'on voit et qui va se multiplier d'ailleurs? Oui, enfin... Ces 2 séquences que vous venez de nous montrer sont assez intéressantes parce que Ruth a entièrement raison. On voit bien qu'ils ne sont pas habitués.
Ils savent pas écouter. C'est dur, c'est compliqué d'écouter quand on parle tout le temps. Puis après tout, ils n'ont peut-être pas été formés pour ça. Puis ils n'ont peut-être pas été coachés. Ils ont des responsables de communication qui leur disent un petit peu comment faire. On leur a peut-être pas dit comment fallait faire. Mais bien évidemment, il faut casser les codes. Peut-être eût-il fallu qu'ils viennent et qu'ils se mettent, je sais pas, devant une table, dans un estaminet ou dans une salle de mairie, en disant venez me parler, venez prendre le temps, asseyez-vous quelques instants. J'ai un stylo, j'ai un bloc, je vais vous écouter, je vais vous entendre. Les élus locaux ont beaucoup plus l'habitude. Oui, les élus locaux ont sans doute davantage l'habitude. Et là, le ton un peu professoral de Blanquer, qui à côté de ça, un type attachant et brillant. Mais le ton professoral de Blanquer ne cadre pas avec la nature de l'échange. Et le Cornu non plus, il est à côté de ses pompes, il est là, il est mal à l'aise, il reprend son ton un petit peu de ministre en disant « Bon, bah écoutez madame, il va falloir qu'on parle de ce sujet ». Bon, effectivement, le ton n'y est pas, ils ne savent pas faire, on leur a pas appris à faire, à écouter. Sébastien Lecornu, c'est un élu local. Il a été maire, il a été patron de son département, il a fait de nombreuses campagnes électorales locales, donc a priori de ces échanges, il a l'habitude, même si il s'en sort pas il y a une fracture, très bien. Ils sont très violents les échanges, mais ils bien sont sûr. très violents. Mais de toute façon, vous avez raison. La difficulté, c'est que on est dans un moment où le couvercle de la cocotte minute vient de sauter. Donc on est encore dans un moment d'expression et d'évacuation, on peut dire en quelque sorte, de la colère. Donc il faut, j'allais dire dans une certaine mesure, accepter le fait que si on sort, si on va au contact, on va se faire engueuler. Il faut accepter cette réalité un dialogue, et que le dialogue, il arrivera dans un deuxième temps. Il faut d'abord que la colère s'exprime, qu'elle se purge en quelque sorte, et ensuite qu'on passe à la phase suivante. Surtout qu'on est dans la phase là où le débat national va s'engager, c'est-à-dire où en fait les Français vont faire remonter ce qu'ils ressentent, leurs propositions. Alors, les informations qui viennent du service politique de BFM TV emmené par Camille Langlade, voilà ce qu'il y a. On sait aujourd'hui le point où on en est, parce qu'après il sera lancé officiellement le 15 janvier, le grand débat, mais qu'on a 3 000 à 5 000 communes qui sont en train de jouer le jeu sur 35 000, donc c'est assez peu. Les doléances des mairies, quels sont les participants? C'est des gens du milieu rural, des Français du milieu rural, des classes populaires, des chômeurs ou retraités, donc ceux qui se sentent le plus impactés aujourd'hui par les inégalités et par la fracture sociétale telle qu'ils la vivent aujourd'hui. Quelles sont les principales revendications qui remontent au moment où on se parle, en attendant que le débat continue de se développer? Limiter les privilèges des élus, et on l'a entendu dans le premier coup de gueule face à Sébastien Lecornu sur les sénateurs, leur train de vie et autres, rétablir l'ISF, et puis instaurer le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Je mets ça en perspective avec ce que nous disait Bernard Sananès hier, où dans le sondage de Bernard, les attentes, c'était essentiellement le pouvoir d'achat et la fiscalité. Donc il faut attendre de voir aussi ce qui va remonter. Est-ce que ça match les deux? Est-ce que ça concorde? Est-ce que ça coïncide? Moi, je pense on voit bien qu'il y a plusieurs difficultés qui émergent. D'abord, c'est très difficile de demander des solutions aux gens quand ils sont en colère, parce que c'est pas là où on prend les décisions forcément les plus rationnelles et les plus logiques. Moi, je vais dire quelque chose qui va sans doute choquer les gens et qui sera impopulaire, mais je pense que la diminution du nombre d'élus, par exemple, c'est une mauvaise idée. On nous explique que les élus sont trop éloignés des gens qui votent pour eux, et on nous explique qu'il faut supprimer quasiment la moitié des députés. Je vois pas très bien comment ça va permettre à la fois d'améliorer le contact entre les citoyens et ceux qui légifèrent, et comment ça va permettre aux députés, qui par ailleurs n'ont plus le droit au cumul, d'être plus en permanence au contact de leurs électeurs s'ils ont des circonscriptions qui sont 2 ou 3 fois plus grandes. Par ailleurs, c'est normal qu'un parlementaire ait une rémunération. Alors on peut discuter des rémunérations, des avantages, etc. Mais il y a une logique derrière ça. Il faut qu'un législateur, il faut qu'un responsable politique, quelqu'un qui prend des décisions, soit dans une mesure raisonnable, naturellement. Et c'est cela dont il faut parler, la mesure raisonnable, à l'abri du besoin de matériel, pour qu'il puisse faire son travail dans des conditions qui sont, qui encore une fois, lui permettent de travailler correctement et ne le rendent pas corruptible. Parce que si on ne gagne pas assez d'argent, c'est aussi ça la logique de la rémunération des responsables politiques. Si on ne gagne pas assez d'argent, on est plus vulnérable aux offres qui peuvent venir d'ailleurs. Donc tout ça sont des exemples simplement pour dire que c'est difficile d'avoir forcément une discussion qui soit très rationnelle, de poser les choses à plat, de poser les choses calmement, dans un contexte où les gens sont en colère, et une colère légitime, qu'on peut entendre évidemment. Éric ? Le paradoxe, c'est que, bien sûr, on entend les gilets jaunes,
on entend les Gilets jaunes qui parlent de l'ISF, du référendum d'initiative citoyenne, mais cette idée ces idées, la réforme fiscale, ont l'air d'être assez populaires chez les Gilets jaunes, mais le paradoxe, c'est qu'on ne sait pas si elles seraient majoritaires sur l'ensemble des Français. Il y a eu 50 000 Gilets jaunes samedi dernier, mais il y a quand même 67 millions de Français. C'est-à-dire qu'il y avait un Français sur 1500 à peu près qui était dans la rue samedi dernier. Donc il y a eu 1499, dont on peut imaginer qu'ils ne sont pas forcément tous en accord avec les idées que veulent relayer les Gilets jaunes. Je dis ça pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que aujourd'hui, on est un peu sonné sur le champ revendicatif des Gilets jaunes. Lorsque ce mouvement a débuté il y a 2 mois, on était sur un mouvement anti-taxe, contre l'augmentation des taxes qui pèsent sur les carburants, et il y avait un côté plus jamais d'impôts, plus jamais ça en France. Bon. Or, 2 mois après, il y a fort à parier que ce mouvement des Gilets jaunes va aboutir sur davantage de taxes, davantage d'impôts pour financer ces mesures. Donc, on est dans un paradoxe, on est dans un renouvellement du champ revendicatif. C'est plus tout à fait les mêmes revendications aujourd'hui qu'il y a 2 mois. Et donc, il faut amener du rationnel. Mais ce qui est essentiel, juste pour terminer, c'est que on a tous tapé dans la main, on s'est tous tapé dans la main en disant on va faire un grand débat. Et un grand débat, c'est un moment d'expression. C'est une psychanalyse nationale. Les gens vont s'allonger. La France va s'allonger sur le divan. Et le principe, une partie, qui est quand même 41% des Français, dans le sondage ELAB d'avant-hier, qui disent oui, on veut participer au grand débat. Donc c'est énorme. Oui, on y croit dans ce grand débat. C'est pas rien. Donc le principe de la psychanalyse, c'est on s'allonge sur le divan et on parle. Et quand il y en a un qui parle, l'autre écoute. Et moi, je crois beaucoup à la vertu de ce grand débat, parce que s'exprimer, parler, c'est déjà régler la moitié des problèmes. Bon, enfin, si on va sur la métaphore de la psychanalyse, il y a un transfert, mais il n'y a pas de réponse théoriquement. Il n'y a pas une réponse verbale ou une réponse c'est la limite de la comparaison. Oui, c'est ça. Or là, il y a une réponse qui est attendue quand même. Concrète. Et concrète. Donc, c'est bien. Effectivement, il y a un besoin évident de démocratie au sens de participation et de parole, et de prise de parole, et de prise en main de son propre destin, et de considération. Et ça, c'est fondamental. Mais la crainte, c'est la suite. Comment on en sort ? Comment on répond ? Juste un mot, je voulais dire qu'il y a aussi un vrai sujet avec les maires, parce qu'on voit bien que les maires, dans une certaine mesure, sont réticents. Et sont réticents pour des raisons multiples. Ils sont réticents parce qu'ils ont le sentiment, en gros, qu'on leur demande encore quelque chose de plus, alors qu'ils sont déjà très largement sollicités. Et ils ne sont pas payés pour aller, en gros, c'est le sentiment qu'un certain nombre d'entre eux expriment, vendre ou faire la promotion de la politique du gouvernement auprès de leurs administrés. Par ailleurs, ils ont le sentiment d'avoir été maltraités par ce pouvoir. Les dotations ont diminué. Emmanuel Macron, on le sait, n'a pas traité les élus locaux, et les maires en particulier, même s'il a annoncé, et il va commencer cette tournée dans quelques jours, son intention de partir à la reconquête des maires. Mais on sent bien que chez ceux qui gèrent nos communes, aujourd'hui, il y a une vraie réticence dans la participation à l'organisation de ce débat. De ce conflit des Gilets jaunes, on voit aussi les fractures politiques, que d'une formation à l'autre, on s'accuse de souffler sur les braises, éventuellement de manier le bâton pour faire taire le mouvement social, d'où l'attention qu'il fallait porter aujourd'hui aux explications que donnait Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise à nos confrères de Brut, qui est un site d'info. Jean-Luc Mélenchon qui est allé de sa mise au point et qui répond aux insinuations à ceux qui lui disent « Monsieur Mélenchon, pourquoi est-ce que vous dites que le pays risque de glisser vers la dictature ?» Ces explications. On a parfois des termes très forts qu'on a pu entendre chez certains manifestants, pas forcément une majorité, mais qui prennent parfois même un terme très critiqué, très contesté de dictature. Vous en pensez quoi? Non, c'est pas... Bon, si je voulais être démagogue, je dirais oui, c'est... Non, une dictature, c'est pas comme ça. C'est terrifiant, une dictature. Et je propose qu'on se trompe pas dans les mots, parce que après, si vous criez au loup tous les jours, le jour où arrive le tigre, vous ne savez plus quoi dire. Hein. Bon, il y a une sorte de dérive autoritaire, oui, qui se sent. Et je pense que c'est très mauvais de faire ça, parce que ils peuvent se croire malins pendant quelques jours, mais ça crée des blessures qui sont inoubliables pour les gens. Quelle explication il tente, Jean-Luc Mélenchon? Non mais attendez, ça me semble un tout petit peu pervers quand même, parce qu'en gros, il nous dit, non attention, dictature est un terme
tantinet excessif. Hein. Ça n'est pas vraiment, à proprement parler, de la dictature. C'est une dérive autoritaire. Bon, excusez-moi. Enfin, vous imaginez, parce qu'en gros, excusez-moi, je vais être un peu lourdingue, mais Macron, c'est pas tout à fait Mussolini. Attention, n'exagérons pas, mais ça y ressemble un peu. Voilà, bon, j'ai été un peu excessif, mais en gros, c'est le schéma explicatif, le syllogisme que nous fait Mélenchon. Et franchement, bon, la France, plein de défauts, mais c'est précisément un pays ultra-démocratique. Oui, aujourd'hui, et ces institutions garantissent la démocratie. On peut même dire, d'ailleurs, il y a des gilets jaunes qui souhaiteraient avoir un régime plus dur, plus autoritaire, et qui le disent extrêmement clairement. Et précisément, faire ce procès-là à Macron, c'est ridicule. Pourquoi autant de circonvolutions autour de Parce que Jean-Luc Mélenchon s'est fixé comme objectif d'essayer à l'intérieur de cette ébullition de gilets jaunes de faire passer un certain nombre d'idées. Et lui, il considère qu'en disant cela, c'est-à-dire en refusant le terme de dictature, mais en évoquant la dérive autoritaire, il les amène à se nuancer. Il les amène à une forme de nuance. Vous voyez que les planètes sont très éloignées. Il considère que la situation est très grave à l'intérieur, qu'il y a beaucoup de confusion des pensées, et ça c'est vrai, c'est évident, puisque éventuellement taxer la France de dictature, c'est quand même très très grave et assez consternant. Mais lui, il essaye de les raisonner, et en les raisonnant, il va un peu dans le même sens, pour essayer de les conduire à une nuance. C'est comme ça qu'il va s'expliquer. Alors évidemment, on peut considérer que c'est aussi très ambigu. Oui, c'est surtout de la politique, parce que si en gros l'objectif, si on écoute Ruth, je résume un peu simplement, mais si Jean-Luc Mélenchon nous dit « mon rôle dans cette crise, c'est de ramener les gilets jaunes à la raison », c'est aussi une façon de nous dire « mon rôle dans cette crise, c'est de devenir le porte-parole politique des gilets jaunes ». Donc en quelque sorte de récupérer, pardon d'être un peu terre-à-terre, mais de récupérer politiquement ce mouvement à mon bénéfice. Or, on voit bien que c'est une stratégie qu'il développe, celle-là, pour le coup, depuis quelques semaines, et qui, si l'on en croit les sondages, Alain, ne fonctionne pas. Non. La France Insoumise, dans les sondages, ne progresse pas. La cote de Jean-Luc Mélenchon, elle-même, ne progresse pas non plus. Dans les tout derniers baromètres, elle est même en légère baisse, et Marine Le Pen, qui se tient beaucoup plus à l'écart de ce mouvement, qui manifeste en différentes occasions sa sympathie vis-à-vis des Gilets jaunes, mais dit c'est pas le rôle des politiques de s'en mêler, en gros. Manifestement, cette stratégie-là semble mieux fonctionner. Alors, Jean-Luc Mélenchon, qui vient de parler, et puis autour de la France, les Européens qui regardent quand même ce mouvement inédit. On se souvient de ce qui s'est passé aussi en Italie avec l'alliance de la Ligue et puis du mouvement 5 étoiles. Et on entend aujourd'hui Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, venu de la droite populiste, Matteo Salvini dire les gilets jaunes, c'est bien ce mouvement. Forza, les gilets jaunes, dai, allez-y, parce que si vous pouvez mettre Emmanuel Macron en dehors de l'Élysée, c'est plutôt pas mal. Matteo Salvini. J'apporte tout le soutien possible aux Français qui, de façon bien élevée et respectueuse, disent à leur président qu'il ne pense pas à l'intérêt du peuple français, que plus vite il rentre chez lui et mieux c'est. Mais tout épisode de violence est à condamner, sans condition. Donc, mettez Macron dehors, faites-le rentrer chez lui. Mais pas de violence. De quoi rêve-t-il, Matteo Salvini? Est-ce qu'il se met à penser à une espèce d'international populiste, de renversement des présidents comme Macron, libéraux, européens? Il a vu comment, en Europe, en quelques années, des coalitions populistes ont émergé. Il y en a beaucoup aujourd'hui en Europe. Il y a un renversement même de la tonalité générale de l'Europe qui le laisse pas insensible. Il rentre de Pologne, Salvini, il est en train de fédérer, de construire une autre Europe en marge de celle que nous connaissions. Bon, et il voit son principal résistant, c'est Macron, qui, depuis des mois et des mois, Macron d'ailleurs a donné des leçons de morale assez dures à l'Italie, à Salvini, à la coalition au pouvoir. Donc son principal opposant, c'est Macron, qui était une espèce d'impérator souverain il y a encore quelques mois, à l'époque où le mouvement des Gilets jaunes n'existait pas, et le voilà menacé sur le plan intérieur par un mouvement que Salvini reconnaît, à mon avis,
comme un mouvement de nature un peu populiste qui pourrait ressembler à d'autres mouvements qui ont émergé en Europe et en Italie. Donc Salvini dit, le gilet jaune, c'est quelque chose qui ressemble à ce que je vois émerger en Europe. Par conséquent, oui, je soutiens ce mouvement contre Macron, tout en disant halte à la violence. Mais il peut y avoir un écho. Donc c'est une vengeance. En tout cas, Luigi Di Maio, le président du Conseil italien, qui est de l'autre mouvement de la coalition, le 5 étoiles, de mouvement de Beppe Grillo, a proposé aux Gilets jaunes sa plateforme informatique sur laquelle sont faits les échanges entre les militants, les investitures, toutes les formes d'expression qui correspondent pour les 5 étoiles à peu près au même type d'expression et de fonctionnement et de communication que les Gilets jaunes. Donc il leur a proposé de leur mettre à disposition cette plateforme. C'est pour dire à quel point il y a une forme d'investissement de ce mouvement par le gouvernement italien d'aujourd'hui, qui est une forme de soutien très fort et qui évidemment est une provocation à l'égard d'Emmanuel Macron à l'intérieur même de l'Europe, qui est une façon de s'opposer et de commencer en quelque sorte la campagne européenne. Et ça, il ne faut pas être surpris. Ça fait un petit moment que certains disent mais bon, pourquoi les Italiens se mêlent de notre politique intérieure? Les Français auront aussi critiqué la politique italienne, Viktor Orban, etc. En fait, c'est l'Europe. C'est-à-dire que ça fonctionne. Qu'ils le veulent ou non, qu'ils le veuillent ou non, cet espace européen politique, il existe. Et du coup, il y a un débat. Et ce débat, il a commencé et il est transfrontière. Oui, je crois qu'au-delà de tout ça, pour en terminer sur ce sujet, il se fait plaisir aussi, Matteo Salvini, face à Emmanuel Macron, dont il a le sentiment qu'il a un peu voulu lui faire la leçon lorsqu'il était au sommet de sa popularité. C'est moins le cas aujourd'hui. Je crois qu'il n'est pas fâché d'appuyer un petit peu sur la tête du président, qui est un peu sous l'eau en ce moment. 20 secondes pour vous dire dans l'actualité que quand ça veut pas vraiment pour le président de la République, puisqu'on va reparler de l'affaire Benalla dans les prochains jours, puisque la commission des lois du Sénat a décidé de convoquer le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur, et puis le lundi 21 janvier, Alexandre Benalla lui-même. Il s'agit pour la commission de comprendre l'inefficacité des mesures de sanctions prises à l'encontre d'Alexandre Benalla, et notamment la non-restitution de ses passeports et armes après le licenciement. Donc ça amènera d'autres discussions, d'autres développements concernant cette histoire, ce feuilleton. Il nous reste quelques secondes pour regarder vos réactions via Twitter. On en a sélectionné quelques-unes pour voir votre état d'esprit. Monsieur Le Cornu annonce qu'on paiera bien des impôts sur le revenu 2018. Comment voulez-vous que les Français comprennent quelque chose quand même les ministres n'y comprennent rien? Ouais. C'est pas complètement faux. La reconquête des mers par Macron ressemblera plus à un chemin de croix ou par un chemin perdu de toute population plutôt qu'autre chose. On a encore un ou deux. Pour sa lettre aux Français introduisant le grand débat national, Emmanuel Macron, effrayé par la page blanche, cherche un écrivain public dans les pages jaunes. Merci pour ces petites réactions.